avant de parler de la FESEN qui suspend son mot d'ordre de grève au Togo, nous allons continuer un peu avec la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique entre pouvoir et opposition va reprendre très bientôt. Ce sont les propos du Premier ministre Patrick Jérôme Achi qui avait la parole. C'était comme Imayaba qui devait parler. Oui, c'est bon qui devait prendre la parole. Et mes confrères l'ont dit. Vous savez, aujourd'hui, le stratagème de comment appelle-t-on, Ouattara joue beaucoup. Vous savez, c'est au nom aussi, parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas sa connivence avec la France. Quoi qu'on dise, Ouattara fait un bon boulot à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé un certain nombre de choses qu'il n'en avait pas. Mais il faut quand même dire que ce qu'a fait Gbagbo dès son retour a été salué. C'est ce qu'on demandait à un homme politique, un homme qui devait rester dans les mémoires. Il n'a pas voulu donner de vengeance, comme contrairement d'aucuns le pensaient, en disant qu'il devait s'agiter et tout. Les gens le lui conseillent depuis, puisque dès son retour, s'il devait renvoyer l'ascenseur, vous savez même que l'affaire de la CPI est restée quand même, quoi qu'on dise, élucidée. Parce que du moment où on n'a pas encore retrouvé les vrais coupables de 2011, mais qui en est pour les 3000 morts? Les 3000 morts. Ça, il faut chercher. Et quand on dit ce n'est pas Gbagbo, ça veut dire si ce n'est pas Gbagbo, ça doit forcément être quelqu'un. Et donc, qui est ce quelqu'un? Donc voilà un peu le décor qui est planté. Mais Gbagbo est venu, il ne se venge pas, il revient, il dit, il ne quitte pas la politique. Mais il reste toujours en politique, mais avec une façon peut-être de conduire cette politique. Parce que dans les bastions de cette politique-là, vous allez voir que Ouattara est en train d'utiliser tous ces personnages-là pour se donner un nom. Et c'est vrai, il va partir. Il va partir par de grandes portes. Il va sortir par de grandes portes. Moi, parce que j'imagine que non, pas de grandes. Ça, il y a même avant 2025. Oui, il n'y a rien à faire parce qu'il attend derrière des dossiers qui sont là. S'il part encore sous le sang, ça doit être un peu compliqué pour lui. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je trouve que Ouattara a quand même la même mise sur ce qui concerne les politiques en appelant les uns les autres à un dialogue qui avait déjà commencé depuis sous Gon Coulibaly, passant par Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ce n'est peut-être visiblement pas pour dire que tel fait bien, tel ne fait pas bien. On veut la cohésion sociale. Sur le plan politique, c'est vrai qu'il y a il y a quand même, on peut désamorcer cette crise-là sur le plan politique. Je crois que la Côte d'Ivoire peut retrouver ses lettres d'antan et véritablement, ça peut dénouer, ça peut donner un déclic par rapport au développement tant souhaité par le peuple ivoirien. Souvenez-vous aussi que la déchirure, comme le disaient mes confrères pour dire que non, que c'est comment on l'appelle, Ouattara qui a déchiré les acteurs politiques. Je dis non. Aujourd'hui, ça montre, comment l'appelle-t-on, la faiblesse de l'opposition en Afrique. Parce que cette opposition, quoi qu'on dise, crie, mais n'a pas d'alternative. Parce que vous ne proposez rien, c'est entre vous que vous attaquez. Le cas existe aussi au Togo ici. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a fragiliser l'opposition togolaise. C'est l'opposition elle-même qui se rentre dedans et qui se jette des pots de banane. Mais quelquefois, on sait que les ruses politiques aussi. Oui, mais si vous êtes des gens, je ne refuse pas. Je ne veux pas parler spécifiquement. Je suis d'accord. Mais si un homme averti, qui cherche du pouvoir, est-ce qu'il va encore tomber dans les bassesses du pouvoir? Je ne pense pas. Donc c'est pourquoi je dis, il faut prendre le problème pour dire que finalement, est-ce que cette opposition est en train de chercher pour elle-même ou bien pour le peuple togolais. Parce que s'il faut rentrer dans la corruption pour être fragilisé et laisser la lutte, ça ne vaut pratiquement pas. Ce n'est pas l'ennemi, pas l'ennemi d'en face ou l'adversaire d'en face qui est en train de te fragiliser. Au contraire, c'est que tu avais ces bémols-là que tu n'avais pas pu soulever à un niveau donné. Alors, Philbert Tekou Agbo, comme Mayaba l'a souligné, ce dialogue avait commencé sous le feu Gon Coulibaly. On n'a pas trop senti cela. On a senti plus l'ancien Premier ministre, le défunt également, Ahmed Bakayoko à l'œuvre, parce que lui, c'est l'homme de tous les bords. Est-ce que vous pensez que Patrick Jérôme Achi peut porter véritablement ce dialogue avec Kakabe? Les deux, on sait qu'ils viennent du PDCI, il faut le souligner. Ils ont une chance. C'est que ils font face aujourd'hui à une opposition très fragilisée.
Vous imaginez, il n'y a plus de tension dans le pays pour qu'on parle de bras de fer. Et il y a plus de manifestations dans le pays pour qu'on parle de bras de fer, pour qu'on dise le rapport de force est en faveur de l'opposition, c'est patati patata. Non. Mais ils ont une chance parce que l'opposition sait que si elle ne participe pas, ou les acteurs de l'opposition savent que s'ils ne participent pas au dialogue, là, ils vont être détruits, ils vont plus exister politiquement. Par exemple, le pays qui ne vaut pratiquement plus rien. Si on l'appelle au dialogue et s'il refuse, ça veut dire qu'il va s'effacer de la carte. Ce qui s'est passé entre le FPI et le parti de Gbagbo, c'est comme l'UFC et l'ANC. Ouais, vous imaginez, c'est la même copie. C'est la même copie. Ouais, la Côte d'Ivoire, le Togo fait de grandes prouesses qui inspirent tellement de pays. Donc vous imaginez donc le FPI qui ne vaut pratiquement plus rien. Est-ce que vous allez vous imaginez aujourd'hui au Togo un dialogue sans l'UFC? Donc on lui adresse une carte et puis elle répond tout de suite. Par contre, l'ANC peut dire je n'y vais pas. Vous imaginez parce que l'ANC se dit je suis un peu encore populaire dans la masse. Par contre, l'UFC n'est plus populaire dans la masse. Donc alors quand vous venez en Côte d'Ivoire, le FPI perd tout. Alors que c'est le parti de Gbagbo qui existe encore un peu dans la masse. Donc avec cette petite caricature, le FPI va participer au dialogue. Le parti de Gbagbo va y aller, avec le KKB aussi qui est là aujourd'hui, donc on va essayer de convaincre un certain nombre d'acteurs. Et donc la mayonnaise va prendre. Et donc c'est la chance de Jérôme Patrick Hachi. Donc il n'y a plus de tension. Le parti de Bédié aussi. Bédié, lui, il a été noyé. PDCI. Il est noyé depuis qu'il a été reçu. Ouattara n'a pas peur de lui. Ouattara n'a pas peur parce qu'on l'a reçu. Un temps, on l'avait mis en résidence surveillée, après on l'a reçu, puis c'est fini. Donc dans de telles situations, lorsqu'on les appelle au dialogue, ils vont aller participer au dialogue, ils vont sourire, ils vont se taper dessus et ça va aller. Sauf qu'au finish, ça ne va pas donner grande chose. Mais ce que ça va donner, c'est que c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire, une certaine paix. Une certaine paix aussi précaire soit-elle, ça sera paix quand même, les âmes ne vont plus crépiter. Maintenant, l'autre chose que je souhaiterais, c'est le cas de Guillaume Soro. Comme le coach l'a dit tout à l'heure. L'a dit tout à l'heure. Mais Ouattara, c'est un malin. Il sait que Guillaume Soro, son problème, c'est qu'il a trop parlé. Son problème, c'est qu'il a trop parlé. Et ces derniers temps, il s'est tué. Il s'est tué. Mais il a compris que sans lui, la Côte d'Ivoire peut exister. Voilà. C'est Faure Gnassingbé qui a dit ça en 2005. Soit vous venez, on avance ensemble, soit vous ne venez pas, on avance sans vous. Donc c'est ça qu'on est en train d'appliquer à Guillaume Soro. Guillaume Soro a compris, a cru à un moment donné que sans lui, la Côte d'Ivoire ne pouvait plus bouger, ne pouvait pas organiser d'élections. Mais sans lui, la Côte d'Ivoire a organisé des élections. La Côte d'Ivoire, on a enfermé des gens, Gbagbo est revenu. Donc le pays va sur de très bons rails et lui, il est inexistant aujourd'hui. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on trouve une petite brèche pour le faire revenir, pour Guillaume Soro et son ami Charles Blegoudé. Il faut que Gbagbo plaide pour les deux, parce que c'est la politique. Il n'y a pas d'homme sans péché, au fait. Donc, c'est là, quels que soient les péchés ou les péchés politiques qu'ils auraient commis, qu'on fasse tout pour les faire revenir. Ce sera dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un bon nombre de personnes aujourd'hui qui soutiennent quand même Guillaume Soro et Charles Blegoudé. Allez, vous avez déjà parlé de Guillaume Soro, un coach, et sort à quel sort. Cette question à vous également. Est-ce que le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi peut porter le dialogue? Si cette question m'était posée en janvier, je dirais non. Mais actuellement, toutes les cartes sont rebattues. Donc, ce n'est pas lui, en fait, c'est Ouattara même qui dirige directement. Parce que Hachian dit entre-temps même qu'il n'est pas de PDCI, entre-temps où les gens lui disaient que donc, ça voudrait dire qu'il comptait changer de manteau. Donc, je ne sais pas quelle promotion on lui a faite, mais étant donné que c'est dirigé par Ouattara même, ça va réussir. Et puis les autres n'ont aucune autre alternative que d'accepter cela. C'est ce que les autres expliquaient. Ouais, et ce que moi je pense au niveau de l'opposition, très souvent en Afrique, c'est que je pense que c'est une perte de temps et d'argent de contraindre une majorité à faire ce qu'elle est déterminée à ne pas faire. C'est-à-dire que quand ils vont pour discuter, ils veulent imposer ce qu'ils veulent au pouvoir. Alors qu'ils n'ont que la population
pour demander ces choses. Et bizarrement, c'est ça qu'ils utilisent mal aussi. Quand vous allez, il faut accepter de temps en temps, et les Américains, comment on appelle ça, saut de puce. Vous acceptez les conquêtes petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Ce que Mayaba ne veut pas dire, moi, c'est le fort Swaziland est un grand stratège. Donc, il a démobilisé l'opposition en forme et en fond totalement. Et c'est-à-dire que, vous voyez, les élections législatives de 2018, ça a enterré la plupart des opposants. Ouais, et Jacques ici est pratiquement inexistant. Et à peu, on ne parle plus beaucoup. C'est-à-dire qu'il les a enterrés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas la violence. Il a usé de ruse pour les avoir petit à petit. C'est pour dire que je ne dis pas que c'est un laurier qu'il faut le donner, mais je dis c'est cette ruse ou cette malice qu'il a prêtée à Ouattara, et Ouattara aussi fait la même chose. Maintenant, ce que je peux dire, que l'opposition ivoirienne se concerte si vraiment Ouattara veut partir après ce mandat et qui ne place pas son petit frère et qui veut ça risque réellement partir, alors là ils peuvent reconstituer parce que les gens crient. Mais moi j'étais allé en Côte d'Ivoire, je pense en février, j'étais allé à Marcory, à Koumassi et à Gonzaville dans le cadre d'une activité. Ce n'est pas aussi rose que les gens le disent. Ouais, parce que les petits Yodé Siron dit il y a lumière partout, il y a lumière sur Goudron, mais on dit quoi? Ouais, ça voudrait dire que. Il faut faire confiance. Non, ils ne font pas confiance. Ils demandent que c'est insuffisant. Il dit que président, on dit quoi? Ouais. Donc c'est insuffisant. Souvent, quand nous sommes ici, on dit que tel peuple. Je le dis que Firmin a une nouvelle démonstration qu'il peut faire là. Il dit que l'Afrique, tous les pays ont même squelette. Chacun faut arranger un coin, tu viens voir, tu dis qu'ils sont développés, mais quand tu vas dans les fermes. Donc c'est pour dire que ce n'est pas aussi ce que les gens nous disent, mais on peut se baser sur les erreurs des autres pour évoluer. Parce que c'est ce que moi je pense que la politique. C'est la gestion de la chose publique. Il faudrait que les gens arrivent à savoir que ce n'est pas pour toi. Pour que toi, ta seule opinion puisse arriver jusqu'à impacter ou créer des problèmes aux autres. Donc, c'est nous tous, c'est la main dans la main qu'on puisse faire ce genre de choses. Allez, on retrouve Komi Mayaba. On va parler maintenant du Togo. La FESEN suspend son mot d'ordre de grève. Komi Mayaba, qu'est-ce qui a milité dans cette décision de la FESEN? Le ministre Kokoroko et qui encore, Gilbert Bara, ont sans doute joué. Non, le bon sens a prévalu, c'est tout. Le bon sens a prévalu dans ce sens que les sorties des deux ministres récemment ont désamorcé cette crise. C'est ce que je disais par rapport aux sanctions dont on parlait bientôt. Pensez que les sanctions ne sont pas la panacée d'un problème. C'est-à-dire que quand tout à l'heure il y a un problème, on ne doit pas penser aux sanctions, mais c'est de penser à comment des choses, comment faire pour résoudre véritablement le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si les sanctions résolvaient le problème, allaient résoudre le problème, je crois que la FESEN n'allait pas lancer encore cette deuxième appel pour grève. C'est vrai que ces appels sont irréguliers parce que selon le code, il faut quand même 10 jours de préavis pour peut-être voir s'il y a discussion et où. Mais aujourd'hui, la sortie surtout du ministre Bawara rassure plus d'un, puisque ça a deux connotations. Puisque la première connotation, c'est que ça a le sens de fermeté. Puisque quand il dit votre grève est illégale, illicite, quand vous rentrez, il y a des sanctions. En même temps, il appelle au dialogue. Ces deux aspects, il faut noter. Donc là, la FESEN a compris, dans un premier temps, privilégier les discussions, puisque nous l'avions dit depuis, parce qu'autour d'une table, on trouvera finalement résolument les problèmes. Donc aujourd'hui, je suis désolé que le ministre Kokoroko ait pris des sanctions à l'avant, avant de pouvoir penser à la réparation. C'est ce qui est un peu dommage, parce qu'il fallait réfléchir. C'est vrai que même si... Il faut revenir sur... Oui, c'est un rétro-pédalage. C'est très difficile pour ces gens de cas, parce qu'un ministre qui prend une décision et qui a déjà sanctionné, qui dit non, je lève des sanctions. Ça peut arriver dans des cas de force majeure, on le sait. Maintenant, ici, c'est ce que je disais, il fallait peut-être réfléchir, même quelle que soit la nature de cette grève,
peut-être commencer à réfléchir sur des sanctions à prendre, puisque c'est le dernier recours ils sont arrivés au sommium, et c'est ce qui c'est à l'extrême, et ce n'est pas bien. Donc aujourd'hui, c'est que nous allons constater qu'au niveau des deux parties en conflit, le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement et le syndicat, puisque c'est la FESEN seule qui est rentrée dans la danse, il y a quand même le bon sens qui a prévalu. Ils ont accepté un sens de dialogue. Mais attention, puisque la FESEN a donné une annonce très forte en disant qu'il donne jusqu'au 25 de ce mois pour que le ministre Kokoko revienne sur sa décision de rétrograder, de ramener plutôt les directeurs dans leur poste de responsabilité. Donc on attend de voir si le ministre Kokoroko va revenir sur sa décision, parce que vous savez, cette décision, elle est devenue une décision macabre, parce que quand vous allez voir les ministres qu'on nomme en plein exercice, enfin pas les ministres, les directeurs qu'on démet, qu'on rétrograde, qu'on nomme certains au même poste avec qui avaient des plans que ces professeurs, enfin, que ces directeurs avaient élaboré dans le cadre du développement de leur école, et qu'on vienne mettre des gens qui sont dans la même boîte, au même endroit, les conflits intersociaux et socio-professionnels aussi existent, ça peut quand même engendrer un certain nombre de choses. C'est là nous disons que la décision a été trop haute, elle a été trop mise à l'extrême, et que c'est ça qui est dangereux. Mais n'en déplaise, on va voir ce que l'avenir, les jours à venir vont nous donner. Ce qui est sûr, ce n'est pas seulement la FESEN qu'on a invité, il y a plusieurs syndicats qui sont conviés à cette table ronde. On attend de voir quelles sont les discussions qui seront menées. Moi, je dis, le gouvernement a failli un peu, puisque, pourquoi je le dis? C'est-à-dire que les promesses, c'est vrai que c'est une promesse qui ne devait pas quand même être une exigence. Mais ici, ce que je note, c'est que, vous souvenez-vous qu'à la rentrée, il y avait ces agitations au niveau des enseignants qui avaient voulu manifester cette grève-là, et que le ministre les avait appelés pour leur dire non, qu'il y a des primes de gratification qui seront faites. Spéciales qui seront allouées à leur endroit. Bon, maintenant que ça attend, que ça ne vient pas, c'est à vous de sortir. C'est à vous de sortir et dire, anticiper. Il fallait anticiper pour dire que non, par rapport à la promesse faite, nous ne sommes pas en mesure, où nous allons. C'est-à-dire que le dialogue, les sorties qui a manqué un peu à cette situation, et nous avons souhaité, ou nous avons demandé que, bon, enfin, nous avons souhaité, demander même que le ministre Kokoroko, au sein de ce ministère, a quand même en train de mener des réformes. Mais quand il fait de façon drastique, quand il va au-delà de la barrière en infligeant des mots qui sont non courtois à l'endroit des directeurs, je trouve que je l'ai écouté, je l'ai suivi il a fait une sortie sur 2 chaînes, je crois, sur Pyramide et puis une chaîne de choses. Donc, des mots ne sont pas tendres à l'endroit de ces directeurs-là. Il va falloir mettre un peu de l'eau pour que ce que nous souhaitons ensemble pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de ce monde éducatif, puisse quand même donner des résultats auxquels nous aspirons beaucoup. Et les mots n'ont pas été tendres, mais quand on voit finalement la décision de la FESEN, Firmet-Teko-Agwo, on a l'impression que on a pu prendre langue pour le meilleur de tout. Non, je pense que si on n'a pas pu avoir la grève aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui et le 10 et le 11. Le 10 et le 11. C'est peut-être le ministre Barora qui a sauvé la situation. Ouais. Donc, vous savez, le professeur Kokoroko, le professeur Kokoroko, c'est un diplômé, un intellectuel, mais ce n'est pas un politicien. C'est ce qu'il vient de démontrer depuis qu'il est à la tête du département ministériel. Il confond la présidence de l'université et le ministère des enseignements primaires. Donc, il y a une nette différence entre la gestion. Là, ça, c'est un gouvernement. Et ça, être ministre, ça fait partie d'un gouvernement. Être président, c'est autre chose. C'est une structure d'un département ministériel. Vous imaginez la présidence de l'université. L'université fait partie du ministère de l'enseignement supérieur. Vous imaginez, le ministère de l'enseignement supérieur fait partie du gouvernement. Donc le ministère des enseignements primaires et secondaires fait partie d'un gouvernement. Donc tous ceux-là qu'il a démis autres, ce sont des fonctionnaires en fait. Donc on ne peut pas les traiter comme s'il était à la tête de l'université. Donc il confond les choses. Il se comporte, bien sûr, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel de quoi diront un diplômé, mais ce n'est pas un politicien. Donc c'est pour ça qu'il joue avec le feu comme cela.
Vous pensez qu'il joue il avec joue le feu. avec le feu. Il faut prendre des décisions à un moment donné. Oui, aussi, il complique la vie à l'État, en fait. Donc, il ne sait pas que ces décisions peuvent engendrer des situations tellement difficiles. Mais il a expliqué un certain nombre Ce de n'est pas une choses question ce n'est pas qui quand même non, sont à leur place, si on peut le dire. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un État, et la politique, moindre chose, ça peut prendre. Et il dit que les directeurs n'ont pas à aller en grève. Les enseignants peuvent le faire, mais un directeur d'école... Non, c'est mal expliqué. Qu'est-ce qui interdit aux directeurs? Il ne faut pas partir de la FESEN. Donc on pouvait les destituer pour les démettre de leurs fonctions. Qui ont été nommés. Donc le ministre ne peut pas du jour au lendemain, il se lève, il démet 1192 directeurs. C'est incroyable, c'est impensable. Il peut provoquer des situations difficiles. Vous imaginez, c'est comme... vous savez ce qui a détruit la vie de Dominique de Villepin? Ce qui a détruit la vie de Dominique de Villepin, le ancien Premier ministre français, c'était le chouchou de Jacques Chirac. Pour Jacques Chirac, il le place à la tête. Lui, il vient remplacer Jean-Pierre Raffarin en 2006. Non, c'était le 29 mai 2005. Juste après le référendum sur la Constitution européenne. Lorsque le peuple français a dit non, donc Jacques Chirac le soir est sorti pour dire je démets le gouvernement. Donc, et quelques jours après, il a nommé Dominique de Villepin à la place de Jean-Pierre Raffarin. Donc comme Jacques Chirac savait qu'en 2007, il allait quitter le pouvoir, dans son dauphin immédiat, c'était Dominique de Villepin. Il dit, je le nomme Premier ministre, et après Matignon, il vient à l'Élysée. Parce que c'était lui, en quelque sorte, le secrétaire général de l'Élysée, au départ, avant d'être nommé à Matignon. Donc, mais ce qui a détruit Dominique de Villepin, c'est ceci. Dominique de Villepin est devenu Premier ministre et il fait voter le contrat premier embauche. Nous sommes en 2006. Contrat premier embauche, ça permet aux jeunes, ça permet aux entreprises d'embaucher des jeunes pendant 6 mois. Mais après 6 mois, il n'y a rien qui oblige les entreprises à garder ces jeunes. Mais les Français ont dit, mais ça, c'est suicider cette histoire. Vous nous gardez et on acquiert de l'expérience et vous nous payez petit à petit. Et après, on a de l'expérience et on travaille. Mais le Dominique de Villepin dit, non, on vous garde, on ne vous garde pas. On fait voter le texte à l'Assemblée nationale, mais les Français sont sortis. Dominique de Villepin est allé à la télévision, il dit on ne retire pas. La France s'embrasait. La France s'embrasait. Et il était cadeau, la France s'embrasait. Et le 10 avril 2006, Jacques Chirac, devant la télévision, a dit non, je retire, ça suffit, je retire le test contrat premier embauche. C'est depuis ce temps-là que Dominique de Villepin a été tué politiquement. Et Sarkozy... Vous voulez dire qu'en politique, il ne faut pas être aussi dur. Aussi dur. Parce qu'il faut pas monter. Radical. Quand ça commence à prendre un peu là, il faut se retirer. Il faut mettre un peu de flexibilité. Ce qui peut compliquer la situation. Ça veut dire que Kokoroko a la possibilité de retirer. Qu'il oublie cette histoire de retour politique, qu'il oublie cette histoire de honte politique. Donc il retire simplement. Au fond, si Kokoroko n'arrive pas à le faire, il faut un peu dire, ok, nous revenons sur la décision prise par le ministre Kokoroko. Le professeur Kokoroko, c'est un intellectuel, mais ce n'est pas un politicien. Il n'arrive pas à lire le jeu. C'est-à-dire, il n'arrive pas... Je me dis, mais c'est quelqu'un qui réfléchit bien, mais il n'arrive pas à lire le jeu. Et il traite les directeurs comme ses enfants, c'est-à-dire... Comme les étudiants. Comme ses employés, en fait. Ce sont des employés de l'État et non ses employés. C'est-à-dire, il n'est pas... Il est juste leur supérieur hiérarchique, mais ces directeurs ne lui doivent rien. Ce n'est pas lui qui les a nommés, c'est l'État qui les a nommés. Bien sûr, c'est le ministre. Ils ont un numéro matricule. Ses employés directs. Il les traite comme... Alors qu'il oublie que nous sommes sur un terrain politique. Oh, vous imaginez, il y a quelque chose peut-être qu'il oublie. Dans tout pays, au fait, la plupart de certaines nominations viennent des réseaux. Vérifiez dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en France et tout ça. Quand vous voyez Obama est venu et il prend quelqu'un, on dit ça c'est l'homme d'Obama. Il nomme un secrétaire d'État, on dit ça c'est l'homme de ceci. Ainsi de suite, on nomme secrétaire directeur, il est proche de Sarkozy. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. En France, partout, quand Sarkozy est venu, il est venu avec ces gens. Donc ceux-là qui nomment à la préfecture, on dit c'est l'homme de Sarkozy, c'est l'homme de Eric Woerth, c'est l'homme de... Ça veut dire c'est des réseaux. Donc il ne sait pas comment ceux-là ont été nommés et... Il se lève un bon matin, il les dégomme tous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va heurter des choses difficiles. Il va heurter des pierres et il lui sera difficile de pouvoir penser les choses. À Cresson, votre regard. Ce qui est sûr, quand on voit la FESEN qui suspend son mot d'ordre de grève, cela veut dire qu'il y a début de discussion, comme Komi Mayaba l'a dit, et peut-être que le ministre
va revoir sa position. Moi, mon point de vue, la FESEN a failli et ne devait pas suspendre la grève. Vous pouvez lancer la grève et vous envoyer quelqu'un aller discuter. En réalité, c'est comme ça devait se faire. Mais quand le ministre Bawara Quand on dit le préalable, c'est 10 jours. Oui, là, vous voyez, Suspendre ça, la c'est le temps normal. Quand les gens sont enculés, quand les gens ont vu leurs frères, leurs confrères, ont vu des choses, sont allés. Il ne faut pas prendre les circonstances normales et les circonstances anormales pour choisir les choses. Non, c'est les tests qui le disent. Non, les tests disent ce qu'ils veulent, mais les tests, il y a toujours comment on appelle, il y a des alinéas. Il y a des alinéas vous sortez de aux ces tests. cadres, vous devenez Non, c'est ça, je dis. Non. Les mêmes tests, quand vous vérifiez, les mêmes thèmes donnent également prérogative au gouvernement avant de réagir, de passer par des procédures. Est-ce que le ministre a passé par des procédures disciplinaires avant d'exclure et avant de mettre ces gens? Non, il ne l'a pas fait. Donc, quand vous accusez aux gens qui font des choses irrégulières, il faut également aussi. Pourquoi il n'y a pas eu la procédure disciplinaire? Ça n'a pas eu le don. Quand vous voulez accuser quelqu'un, soyez sûr que vous avez respecté les principes. Maintenant, la FESEN, moi, le problème que j'ai actuellement, la FESEN pouvaient mener la grève et envoyer à la négociation. Mais ce que j'ai compris dans ce qu'ils font, ils essaient d'envoyer au ministre qu'ils préfèrent Bawara à Kokoroko ne mérite pas les dossiers. Parce que en réalité, Bawara est l'employé de Kokoroko. C'est le ministre de la fonction publique. Même, le ministre Kokoroko même travaille pour la fonction publique. Donc, étant le patron de Kokoroko est plutôt l'employé de Bawara. C'est Bawara qui est le ministre. Kokoroko est un fonctionnaire de l'État. Donc, pour ne pas faire, répéter comme ça, c'est un fonctionnaire. Donc, le ministre de la fonction publique, c'est Bawara. Donc, vous aimez Ouattara? Non, oui, non. C'est comme vous nous avez coupé au moment où on ne voulait pas. Donc, voilà qu'il préfère s'adresser au patron indirect de Kokoroko. Donc, c'est l'image qu'il donne. Maintenant, le problème, c'est que et le ministre Kokoko, j'ai l'impression que c'est le cumul de postes qui lui crée problème. Parce que, vous voyez, comme les gens le disent, la dernière fois, je l'ai écouté, lui et le ministre Bawara. Non, Ayawadan. Les deux même ne sont pas d'accord sur les expressions qu'ils ont. Kokoko dit démettre, l'autre dit déclasser. Donc, vous voyez que dans le même débat ou dans la même discussion, on les a convoqués. Kokoko dit qu'il avait démis, Ayawadan dit qu'ils ont été déclassés. Or, moi je dis que les gens là sont désouciés. C'est que vous ne comprenez pas l'impact. Moi je préfère que quand les ministres doivent agir, c'est ce que Firmin appelle pas, qui ne sont pas des politiciens, il y a les impacts sociologiques, les impacts spirituels. Vous voyez, les gens qui ont miné leur poste, les directeurs là qui ont miné leur poste avec des enchantements, où on envoie les jeunes là mourir. C'est qu'il y a des postes, tu veux venir t'asseoir, tu vas mourir. Et il y a des directeurs, certains qui vont aller au bras de fer. Donc, on n'a pas réfléchi à ce genre de problème. Qu'est-ce que ça va amener? Vous rappelez que le coup d'État en 1980 au Burkina Faso, ce sont des enseignants qui étaient mécontents. C'est ça qui a entraîné le coup d'État au Burkina Faso. Les enseignants dans n'importe quel pays, on essaie de les adouber, on ne les contraint, parce que c'est un corps qu'on ne gagne jamais. Si ce n'est pas que les enseignants aussi ne veulent pas aller, on les menace s'ils font. Aujourd'hui, si tous les enseignants, ne serait que la moitié, refusent d'enseigner, on va trouver les gens les remplacer dans ce délai? Non. C'est parce que les enseignants aussi se comportent des fois comme des affamés et que chaque fois on ne respecte pas des fois leur... Sinon, les enseignants, ils vont très loin, parce que j'entends le ministre dire que lui aussi il a fait l'école publique. Mais ces enfants sont à l'école publique, toutes les décisions qu'ils prennent là, est-ce que ça impacte leurs enfants? Non. Ils sont dans des écoles bien conçues, bien bâties. Moi, je ne pense pas qu'un enfant... Des écoles comme celle du... Il a parlé de... Il a parlé d'école publique. Moi, je ne suis pas sûr que l'enfant... Parce que les décisions que le ministre prend des fois, ce n'est pas bon pour les parents d'élèves, ce n'est pas bon pour les enseignants, ce n'est pas bon pour les élèves. Donc, s'ils prennent des décisions et que leur propre enfant, ça n'impacte pas sur eux, maintenant, à qui est-ce que leur décision doit être problématique ou bénéfique? Donc, il faudrait que... je pense qu'il faudrait polisser et essayer de mettre de l'eau dans la discussion. Il faut polisser, il faut revoir peut-être... Le discours menaçant, comme il le dit, ne peut pas résoudre le problème. Comme Imayaba, oui, bon. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, mais vous savez, le problème,
de Kokoroko depuis un moment. secondes. Oui, les gens disaient qu'il est venu assainir ce secteur, qu'il est venu, comme l'université a trouvé un nouveau visage, c'est le même visage qu'on va ressentir au niveau de l'éducation. Mais contrairement, nous constatons que ce n'est pas le même cadre en fait. Les cadres ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'enseignement, en fait, le ministère de l'enseignement et l'université, ce ne sont pas les mêmes cadres. Oui, comme Firmin l'a dit. On va c'est que... On va revenir, oui. on ne prie pas le temps, D'accord. malheureusement. On va revenir la semaine prochaine. Si D'accord. vous le voulez très bien. Merci beaucoup à vous. Komi Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Merci également à Kwamivi Akleso Iso, consultant politique, coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Nous disons infini merci également à Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique. Il est directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte son nom. Merci également à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Pensée spéciale à Dimas Dikodo. On pense toujours à vous. À très bientôt. Oui.